Ok, donc nous sommes partis pour la première partie, enfin, le premier cours de réglementation thermique. Donc c'est appelé réglementation thermique 2012, sachant que cette année, on va passer à la réglementation environnementale 2012. D'accord? Donc là, il y a un changement déjà dans le nom qui va se passer, c'est qu'on va passer d'une RT 2012 à une RE 2012. Donc là, avant, jusqu'à présent, on n'avait que la partie thermique qui comptait. Donc on regardait les performances de la maison d'un point de vue thermique. Et là, on va devoir passer. Donc on va garder toujours cette partie thermique qui ne devrait pas beaucoup bouger. D'accord. Et on va ajouter une partie environnementale, enfin pas vraiment environnementale, parce qu'on va prendre que la partie carbone. D'accord. Donc on va faire aussi le bilan carbone de la maison. Donc j'ai décidé de garder cette partie exactement le même cours. D'une part, parce qu'on n'a pas du tout les textes de la nouvelle RE 2020. Alors on entend des choses par-ci, par-là. Donc vous avez avéré qu'au fur et à mesure, dès que certaines choses dont je suis à peu près sûr vont changer, je vais vous en parler. Néanmoins, c'est quasiment rien, quoi. Sur les 4 heures de cours, il y aura peut-être 2 ou 3 endroits, vraiment sur des petits points. Mais pour l'instant, on n'a rien, c'est encore le flou absolu. Mais néanmoins, vous verrez qu'à la fin, on a l'expérimentation E+, C-, qui existe. Donc là, ça fait 2 ans que ça a commencé. Ça a commencé officiellement en 2018. C'est dans le but de préparer la RE 2020. Et cette expérimentation E+C- nous donne déjà quelques indications sur ce qui va se passer dans quelques mois. D'accord? Sachant que ce qui est sûr, normalement, c'est que l'application de la RE 2020 sera appliquée le 1er janvier 2021. Je suis quasiment sûr de cela. C'est-à-dire que le texte devrait sortir dans l'année. D'accord? Donc là, peut-être en automne, peut-être avant. Le plus tôt sera le mieux, parce qu'il faut que les entreprises puissent s'adapter aussi à tout ça. Surtout celles qui n'ont pas joué le jeu de l'expérimentation E+C-. Des choses ont été faites, pas mal d'entreprises ont travaillé dessus, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on part sur la réglementation thermique 2012, d'accord. Ce sera le bloc principal de ça. Et en plus de ça, on verra un petit peu ce qui est passif et un petit peu, enfin même un peu plus, tout ce qui est RE, enfin E+C-, pardon. Donc voilà, mais ça ce sera à la fin du cours. Et normalement, ça devrait vous permettre d'aller vers la RE 2020. Donc là, on va avoir ces 4 heures de cours là, plus donc pour la formation initiale, on va retrouver 4 heures de TP et 4 heures de projet. L'objectif de ces TP et projets, ça va être de faire du calcul sur une maison RT 2012 et ensuite de mettre cette maison dans le contexte E+C-, donc d'avancer vers ces choses-là, sachant qu'on n'a pas exactement les textes. Donc ne m'en voulez pas, chaque année, il y a des étudiants qui viennent me dire je comprends pas, on n'a pas vu la RE 2020, mais c'est pas possible, si on n'a pas les textes, on peut pas aller dessus. Si on entend, on peut entendre des choses dans Betty Actu, par-ci, par-là, mais d'un mois à l'autre, tout va se contredire, puisque ça va être des articles qui vont être où ils vont interviewer des gens qui vont être des lobbies ou des choses comme ça. Donc chacun va tirer en fait ses avantages dans un sens ou dans l'autre, et bon, finalement, on voit bien que plus le temps avance, et voilà, ça commence à plus les articles se contredisent des fois, donc voilà, ça sert à rien d'aller chercher des choses sur la RE 2020, on reste sur ce qu'on connaît, donc tout ce qui est RT 2012, passif, E+C-, on a les textes d'application, donc là on peut pas se tromper, d'accord? Et si vous acceptez et que si vous comprenez bien toutes les notions, parce qu'en fait vous allez voir que c'est beaucoup de notions en fait qu'il faut assimiler de ces textes-là, si vous les comprenez bien, normalement vous n'aurez aucun problème pour vous adapter à la RE 2020. Il y aura peut-être un petit passage, un petit effort à faire en plus, mais bon, normalement vous allez être ingénieur, il n'y aura aucun problème. Il ne faut pas oublier qu'il y aura la RE 2020, mais il y aura certainement la RE 2025 ou la RE 2030. Là, vos cours ils seront loin et il va falloir vous adapter, d'accord? Donc maîtrisez bien ce que je vais vous apprendre là.
et il n'y aura pas de problème. Sachant que tout ce qui est réglementation thermique, ça pourra vous intéresser aussi bien d'un point de vue professionnel, pour ceux qui veulent aller en bureau d'études thermique, ou pour même ceux qui font de la constru, hein, les règles de constru vont impacter les règles thermiques et vice-versa. Hein, voilà, si on a une certaine épaisseur d'isolant, etc., bon, bah, tout ça, ça va impacter la structure du bâtiment, hein, bien sûr. Hein, donc il va falloir prendre en compte tout cela. Et d'un point de vue personnel, puisque peut-être un jour vous allez construire ou acheter une maison, bah, du coup, si vous y connaissez un petit peu en réglementation thermique, bah, ce sera toujours un plus. Hein. Donc voilà. Ok. Alors je voulais juste préciser aussi que concernant les 4 heures de TP et les 4 heures de projet, pour les apprentis, si vous voulez le faire en plus, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire à titre personnel. Moi, je corrigerai si vous me faites des rendus, hein, sachant que les logiciels seront disponibles à l'école et à domicile. Vous pourrez avoir, on a des licences ouvertes un petit peu comme ce qu'il y avait avec, pour ceux qui l'ont fait comme ça, le multiphysique. Donc vous pourrez travailler là-dessus à la maison. Pas de souci, je regarderai, ce sera un plus, hein, bien sûr. C'est vrai que là-dessus, bon, bah, il y a la partie cours, mais c'est plus facile quand même de maîtriser les concepts qui vont aller derrière en faisant les calculs, hein, ça c'est une évidence. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc dans le contexte général, donc je remets toujours hein, cette diapositive qui montre un petit peu le contexte thermique global de la planète et le lien avec le dioxyde de carbone. Pourquoi je le fais chaque année? J'ai les retours par rapport à Evasis disant que c'est répétitif, certainement. Donc vous voyez déjà qu'on est attentif hein, à vos retours, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Néanmoins, à chaque fois je demande aussi chaque année de lever la main pour savoir qui d'entre vous ne connaît pas ce graphique, qui me semble être central si on veut comprendre la problématique du réchauffement climatique. Et j'ai toujours une bonne partie d'étudiants hein, qui ne savent pas ça. D'accord? Donc arriver à Bac plus 4, moi ça me pose un problème quand même que certains d'entre vous ne soient pas au courant. Donc tant que j'aurai du monde qui lèvera la main à chaque fois que je pose une question, si oui ou non vous connaissez ou pas, pour ceux qui ne connaissent pas, je continuerai à le faire. D'accord? Donc là, ce qu'on peut voir, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, c'est un peu la première fois que je fais ce type de cours, mais c'est pas grave. Vous voyez en bleu l'évolution de la température en fonction du temps sur des milliers d'années, d'accord, même des centaines de milliers d'années. Hein, on voit l'axe du temps en bas. Et en rouge, c'est les évolutions du dioxyde de carbone. D'accord? Vous voyez en gros qu'à chaque fois qu'on a un pic de dioxyde de carbone, on va avoir un pic de température moyenne, hein, et vous voyez que c'est complètement corrélé. Hein. Ici, on a bien le pic, etc. Hein. Ici, on voit bien une corrélation. À chaque fois que ça redescend, eh ben, l'autre redescend, et vice-versa. Donc, il y a une corrélation qui est très très claire entre les deux, et c'est effectivement, hein, il y a une... Enfin, les personnes qui vont être contre, qui vont contester le réchauffement climatique, vont dire que c'est complètement naturel, que c'est un cycle qui existe depuis des milliers d'années et qu'on a donc une évolution de la température depuis des milliers d'années. On ne voit pas pourquoi ça changerait. Hein, donc on est sur une période tout à fait normale. Sauf que si on vient zoomer un petit peu sur nos dernières années, on voit ici que le niveau de dioxyde de carbone est environ, en moyenne, hein, il ne dépasse pas les 300 ppm, on va dire, hein, par ici. Et là, on voit que en quelques centaines d'années, même pas en 100 ans ou 200 ans, je dirais, je sais pas, il faudrait zoomer un petit peu, on va dépasser les 400. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à un niveau de ppm qui est à 412 là. Hein, donc on va être encore plus haut. Ça c'est le niveau actuel ce mois-ci, c'est 412, 414, je sais plus, d'accord? Donc ça augmente encore très très vite. Donc laissez-vous le temps d'imaginer, hein, vu la poussée qu'on va avoir ici
au niveau du dioxyde de carbone, à quelle température moyenne on va partir. D'accord? Donc soit on continue ce pic-là et on évolue comme ça, et là bah, c'est définitif, on va monter fort en température. Soit on monte ce pic-là, ok, mais on arrive à le redescendre très rapidement, pardon, je reviens. Et dans ce cas-là, on va limiter nos impacts sur le réchauffement climatique. Mais là, on voit bien que là, ce qui n'est pas normal, c'est ça. Surtout que là, on est déjà censé être sur une période chaude. D'accord? Donc là, normalement, en théorie, on devrait plutôt commencer à redescendre. Si on suit les autres, voyez, dès qu'on arrive à ces pics, à ces niveaux entre 250 et 300, on commence à redescendre. Et à chaque fois. Donc là, on n'a pas une grosse montée. Et ça, c'est pas normal. D'accord? Donc là, le problème est bien là. Donc vous direz bien à Tonton et à Tata qui nous racontent à chaque fois que c'est du n'importe quoi ce réchauffement climatique. C'est pas dur. Vous allez sur Google, vous tapez lien entre CO2 et température, comme le titre. Les températures globales, choses comme ça. Ces graphiques-là, ils arrivent directement. Vous leur montrez ça et vous leur dites qu'effectivement, il y a bien un réchauffement qui est périodique depuis des milliers d'années, mais on a quand même ici un dégagement de dioxyde de carbone qui est très fort. Et donc voilà, donc c'est comme là quand vous allumez votre four, et ben vous, à l'échelle de votre four, ça va peut-être mettre une demi-heure à monter en température. À partir du moment où la puissance est sur le on, imaginez à l'échelle de la planète. Donc là, on a mis le four sur on, et il ne faudrait pas qu'on l'allume trop longtemps, quoi. Donc voilà, si on ne redescend pas le niveau de dioxyde de carbone ou si on ne le limite pas, c'est sûr qu'on court à la catastrophe. Et l'exemple nous montre qu'au niveau politique, vu ce qui se passe en ce moment sur le coronavirus, imaginez-vous le temps et le niveau de préparation qu'on peut avoir concernant le réchauffement climatique. Donc là, ça peut poser problème. Enfin bon, c'est un autre sujet, on verra bien. Donc voilà, un petit peu pour ça. Donc après, voilà, ça ce sont en fait les modèles depuis 1950, enfin 1850. Donc là, on a un début de réchauffement qui est très net. Et suivant les modèles, et encore cette diapo est un peu ancienne maintenant, il va falloir que je la remette peut-être à niveau, mais on peut monter à 6-8 degrés dans le pire des cas. Et si on arrive à redescendre, tant mieux, les niveaux, on va pouvoir lentement redescendre un petit peu, rester stable. Mais bon, on est plutôt parti pour suivre, pour être par là, même voir sur la rouge. Donc voilà le problème. Donc bien sûr, limiter l'utilisation des énergies fossiles, utiliser des énergies renouvelables, avoir recours surtout à l'efficacité énergétique. Donc là, c'est d'un point de vue énergie, bien sûr. Donc efficacité énergétique, ça veut dire dès la conception de la maison, par exemple, puisqu'on est dans la partie thermique, limiter les besoins de chauffage, tout ce qui va produire de l'énergie pendant l'utilisation de la maison. Déjà, ça fait un premier point. Après, ça c'est l'énergie qui ne sera jamais consommée, quoi. Et bien sûr, limiter les empreintes carbone des bâtiments en ayant recours à l'analyse des cycles de vie et essayer d'utiliser des matériaux qui vont diminuer ce bilan carbone. Enfin bon, ça, je pense que vous maîtrisez bien. Ce qui était surtout important, c'est que tout le monde ait vu ce graphe-là, qui est à mon avis très très parlant du problème qui nous arrive. Donc voilà. Juste un petit point encore, bon, c'est encore quelques généralités, j'en ai plus pour longtemps, mais bon, voilà, la consommation d'énergie concernant le bâtiment, c'est 42%, donc c'est la partie bleue qu'on voit ici. Ça génère 23% des gaz à effet de serre, donc au niveau de la France, encore c'est qu'au niveau de la France, parce qu'à l'échelle internationale, bien sûr, ces chiffres bougent complètement, d'accord? Mais bon, au moins au niveau de la France, on a ces chiffres-là. Et là, à droite, vous avez la répartition en fait des consommations d'énergie finales dans le secteur résidentiel et tertiaire. Donc voilà, c'est quand même l'électricité qui a une bonne part, les produits pétroliers aussi, mais bon, nous, c'est bien sûr, c'est parce qu'on est sur des gaz naturels aussi. Mais au moins, l'électricité, c'est bien sûr, c'est parce qu'on est sur un parc qui est principalement constitué du nucléaire. Alors, le nucléaire a ses inconvénients, ses avantages, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, le seul avantage qu'on peut en tirer, c'est qu'il ne produit pas de dioxyde de carbone. Donc dans l'urgence,
Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais bon, c'est sûr qu'il va falloir un mix pour voilà, essayer de descendre assez rapidement vers ce zéro nucléaire, mais surtout ce zéro dioxyde de carbone. Et bien sûr, on a toute une partie gaz naturel. Donc là, bien, beaucoup d'entre nous ont des chaudières. C'est ça qui va, dans le secteur du bâtiment, qui va impacter. Donc voilà un petit peu les idées. Donc voilà, donc on va partir sur les principes généraux de la RT 2012. Il faut savoir que la RT 2012, comme son nom l'indique, ça a été mis en place en 2012. Néanmoins, il y a eu un gros travail de fait dessus, puisque vous allez voir, on a un fascicule qui fait c'est un beau pavé, un beau classeur. Je sais pas, ça doit faire une centaine de pages, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, on a tout un autre mémoire, un fascicule de calcul qui fait 1300 pages. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'hésite pas à vous montrer la RT 2012, puisque à mon avis, toute cette base de calcul qui a été créée avec des logiciels qui sont prêts et qui tournent plutôt bien, même s'il y a des rectifications à faire, à mon avis, la méthode de calcul général ne bougera pas. On va garder la même. Ça m'étonnerait fortement que, déjà qu'on ajoute une partie de carbone, ça m'étonnerait fortement qu'ils changent complètement la méthode de calcul thermique. D'accord? Donc je pense que la partie thermique va presque pas bouger. Il y aura peut-être quelques ajustements, mais ça va être surtout, d'un point de vue 2020, un ajout de la partie carbone. Donc tout ce qui est thermique, là, tout ce que je vous présente là, risque d'être valable. Ok? Donc d'un point de vue énergétique, comment est-ce qu'on voit le bâtiment? Donc en haut à gauche, là, si on part de là, on va faire l'écart entre les déperditions et les apports. Donc ça, normalement, ce sont les calculs que vous faites avec Eric Mougel. Donc déperdition, on va retrouver tout ce qui est déperdition, on peut le voir en bas, par les parois, donc toiture, murs, etc., plancher bas. Les déperditions par les vitrages, par renouvellement d'air, d'accord, par le Q4, fuite, ça c'est ce qu'on va utiliser par le Q4. Et on va retrouver aussi un certain nombre d'apports, des apports solaires, des apports internes. D'accord? Si on fait le bilan entre les deux, on va retrouver des besoins de chauffage. Ok? Donc là, l'unité des besoins de chauffage, on va les ramener en kilowattheures. Donc des kilowattheures, c'est équivalent à des joules, c'est de l'énergie, d'accord? C'est pas des watts, attention, faites bien la différence au kilowattheure et watts. Des kilowattheures, ce sont des joules, alors que ce sont pas strictement des joules, mais c'est équivalent à des joules, il y a un ratio entre les deux. Mais des watts, ça va être des joules par seconde, d'accord? Donc c'est une notion de puissance, là, d'accord? Ça va être une énergie développée sur un certain temps, ok? Plus une voiture, par exemple, va être puissante, ça veut dire qu'elle va développer une certaine quantité d'énergie dans un laps de temps très court, ok? C'est pour ça qu'on va avoir une accélération très forte, d'accord? Si vous faites la même distance à la même vitesse, vous allez normalement consommer à peu près la même quantité d'énergie, d'accord? Puisque le temps, en fait, de consommation va être le même. Ok. Maintenant, entre une voiture puissante et moins puissante, il y en a une qui va consommer énormément d'essence puisqu'elle va être capable de développer énormément d'énergie en très peu de temps, d'où une accélération très forte. Donc bref, donc, le besoin de chauffage ici, c'est de l'énergie, d'accord? On n'a pas de notion de puissance. Donc cette énergie, c'est l'énergie qu'il va falloir pour chauffer votre maison, tout simplement. Peu importe le système de chauffage qu'on va avoir derrière. Si on intègre le système, donc on va intégrer à ça le rendement, ici, et c'est là qu'on va parler de consommation de chauffage. Mais on est toujours en kilowattheure par mètre carré par an. D'accord? C'est toujours de l'énergie. Ce sont des consommations, mais en énergie finale. D'accord? Donc on intègre le rendement, c'est-à-dire que si on prend une vieille chaudière avec un rendement de 50% et une chaudière, on va dire gaz condensation, qui a un rendement proche de 1, ici, on va doubler en fait nos consommations pour un besoin de chauffage équivalent. C'est-à-dire que si j'ai un besoin de chauffage ici de 1 à gauche, avec la chaudière de 50%, du coup, avec le rendement de 50%, du coup, je vais multiplier par 2 mes consommations. D'accord? Et si j'ai 100%, du coup, là, je garde la même valeur. Okay.
Et en plus de ça, on va intégrer ce qu'on appelle le ratio énergétique, donc pour retrouver des consommations de chauffage en énergie primaire cette fois. Donc là, ce ratio énergétique concerne principalement l'électricité, d'accord? Puisque pour l'électricité, vous avez dans l'encadré en haut à droite ici, pour 1 kWh d'énergie finale, si on utilise donc l'électricité, on va passer à 2,58 kWh en énergie primaire. Okay, donc ça, c'est lié au fait qu'on ait des rendements au niveau des centrales nucléaires qui ne peuvent pas dépasser le rendement de Carnot en thermodynamique qui est en fait de 42%. Toute machine thermique ne peut pas dépasser un rendement de 42%, c'est impossible. D'accord, puisqu'il faut évacuer forcément une partie de la chaleur pour pouvoir relancer la machine. Donc voilà, donc à cause de ça, si vous faites 1 sur 42%, vous allez voir que vous allez tomber pas très loin du 2,58. À plus de ça, il faut ajouter les pertes en ligne qui vont représenter, il me semble, de tête, ça va être 10%, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour ça. Après, cette valeur de 2,58, elle est fixée par l'État. Ceux qui ont une approche plus, on va dire, plus proche de l'environnement strict, type NR, je sais plus comment ça s'appelle, mégawatts par exemple, voilà, eux, ils vont prôner pour une valeur de ce ratio plus forte. D'accord? Parce qu'ils estiment qu'en fait, il faut beaucoup plus d'énergie que ça pour produire 1 kWh d'électricité. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prélever beaucoup plus d'énergie que ce qu'on veut bien le dire ici. Concernant les lobbies électriques, eux, en fait, plus cette valeur-là va être forte, plus ça va pénaliser l'énergie électrique. C'est ça qu'il faut se rendre compte. D'accord? Donc eux, ils vont avoir tendance à la baisser. Et là, c'est l'un des points qui va changer par rapport à la RE 2020, c'est que ce coefficient-là va baisser. Donc là, les fabricants de convecteurs électriques et les producteurs d'électricité ont l'air d'avoir gagné la partie. Et c'est même passé a priori au journal officiel de janvier. D'accord, donc ça, a priori, ça a l'air d'être acté. On va baisser la valeur. Je ne l'ai pas en tête. Vous me reposerez la question. Je l'ai quelque part, mais je ne l'ai pas noté là. Mais il me semble qu'on va aller vers une valeur qui va descendre autour de 2, quelque chose comme ça. Mais bon, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Voilà. Par contre, si on passe du coup pour toute autre énergie, donc bois, gaz, etc., on va garder une valeur de 1. Donc si à partir du moment où on est sur du gaz, par exemple, cette valeur-là ne bougera pas. On aura exactement la même chose en énergie finale qu'en énergie primaire. Donc voilà. Donc ça, on le fait avec le chauffage. On peut le faire avec le refroidissement, donc c'est-à-dire la clim. L'eau chaude sanitaire, pareil. On va avoir aussi l'éclairage artificiel et tout ce qui est auxiliaire. D'accord? Donc ce qui est auxiliaire, ça veut dire que ce sont les consommations de tous les appareils qui vont servir à activer les autres ici. Par exemple, si j'ai une chaudière gaz, voilà, à eau, d'accord, donc on fait circuler la chaleur dans de l'eau, donc on a un échangeur entre les fumées et l'eau qui va transmettre la chaleur à l'eau du réseau qui va partir dans un réseau de chauffage. On est d'accord? Ben dans ce cas-là, il va me falloir une petite pompe pour faire circuler cette eau. D'accord? Donc cette pompe, par exemple, ce sera une consommation des auxiliaires. Ok? Donc en moyenne, on va avoir 30, 50 watts pour du domestique. Vous verrez ça après en TP. Ça, c'est un auxiliaire. Un autre auxiliaire, ça va être par exemple la ventilation. Si on a un système de ventilation mécanique, et ben du coup, on va avoir des petits ventilateurs à faire tourner. Et ces ventilateurs vont être pris en compte ici dans la partie consommation auxiliaire. Donc là, on va avoir, si on fait la somme de tout ça, une consommation en énergie totale, en énergie primaire totale. D'accord? Et on prend que ces 5 usages-là. Le problème, c'est qu'on oublie toutes les autres consommations au niveau RT 2012, c'est-à-dire consommation des équipements domestiques, c'est-à-dire vos PC, le lave-vaisselle, etc., etc. Tout ça, c'est pas pris en compte. Et c'est presque autant, voire même le double en énergie primaire que ces 5 ici. D'accord? Ça, il me semble que ça devrait être une des évolutions au niveau RE 2020. On verra.
toute façon, tant qu'on n'a pas les textes, il n'y a rien dessus. Ok. D'un point de vue historique, donc on a la première réglementation thermique qui arrive en 1973. En fait, ça n'a rien du tout d'une démarche environnementale, c'est purement une démarche économique, puisqu'on a en 1973 un choc pétrolier qui a fait complètement exploser le prix du carburant, enfin du pétrole. D'accord. Donc du coup, l'État s'est dit, on va arrêter la facture là, on va commencer à isoler nos maisons, d'où la première réglementation thermique en 1974. D'accord. Deuxième choc pétrolier, paf, en 1980, en 79, et dans la foulée, une nouvelle réglementation thermique. Et là, après, à partir des années 90, on a une évolution classique des réglementations thermiques, pas vraiment d'impact environnemental, c'est plus des mises à jour, mais quand même, on commence à voir apparaître des préoccupations écologiques, notamment le sommet de la Terre à Rio, le protocole de Kyoto en 95, de Grenelle de l'environnement, qui commence déjà à faire entrer les choses dans la tête des gens, même si, ils ont pas mal fait marche arrière, mais mine de rien, avec le Grenelle de l'environnement, ça a donné la RT 2012, par exemple. Ça, c'est une conséquence directe du Grenelle de l'environnement. D'accord? Puis après, vous connaissez la suite, COP21 de Paris qui lance en fait qui acte quasiment la nouvelle réglementation qui doit arriver en 2020. D'accord, avec d'autres mesures plus ou moins respectées, mais au moins celle-là, elle va arriver, c'est sûr. On l'attend. Mais voilà. Ok, donc là, oui, à partir des années 90-2000, on va dire qu'il y a quand même là une prise de conscience écologique qui se met en place, même si elle est forcément couplée à des problématiques environnementales, mais voilà, il y a quand même ça va quand même dans le bon sens. Il faut rester positif. Voilà, donc d'où l'arrivée de la RE 2020, et nous on est entre les deux, là, entre la 2012-2020 et le passage à la RE 2020. Donc là, pour avoir un ordre de grandeur, on parlait tout à l'heure des consommations, vous vous souvenez, les 5 consommations que j'avais en énergie primaire. Quand on était en RT 2000, on était à 190 en kWh par mètre carré par an, d'accord? Sachant que les maisons, les vieilles bâtisses des années 70, quasiment toutes celles que vous avez à Épinal, en gros, c'est pas dur, on est vers 300, d'accord? Donc pour l'ancien, on est plutôt à hauteur de 300. Vous avez dû le voir, je pense qu'avec Eric Mougel, quand vous avez fait les audits, si vous n'avez pas une maison trop récente, voilà, on doit être dans ces ordres de grandeur-là. Quand on passe à l'RT 2005, on commence à descendre un peu, 150, d'accord? Et là, en fait, l'objectif de l'RT 2012, c'était de diviser par 3, ici, entre 2005 et 2012. Donc passer de 150 à 50 kWh par mètre carré par an. Et ce qui était affiché en sortie de RT 2012, ce serait d'arriver à du positif en fait en 2020. Alors attention, positif, ça ne veut pas dire que la maison ne va rien consommer, ça veut dire qu'elle va produire plus qu'elle va en consommer. D'accord? Maintenant, ça reste à voir. Moi perso, j'y crois pas trop, mais là voilà, on attend les textes. D'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'on aura quelques évolutions, mais bon, de là à avoir du BPOS, j'y crois pas trop. À voir. Ok? Donc voilà, et là l'objectif, donc là il faut garder ce chiffre-là, c'est important en tête, c'est d'avoir en moyenne sur la France 50 kWh en énergie primaire par mètre carré par an, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une valeur moyenne du label BBC, le label BBC qui était le label qui préparait en fait à la RT 2012. C'est exactement la même chose qui se passe maintenant pour le E+C- en RT 2020. RE 2020, pardon. Faut que ça rentre. Hop, voilà. Donc sur quelle surface? Donc après un petit peu d'historique et de d'explication des niveaux auxquels on attend. Donc on a ce qu'on appelle la Shone RT ou la surface RT. Donc c'est la surface RT réglementation thermique. Voilà, donc là c'est le texte en brut, mais en gros en schéma ça donne ça. Donc on prend toutes les surfaces sauf
hein, tout ce qui est coursive, les combles non aménageables, les balcons, les garages, voilà, c'est plutôt proche de la surface habitable, hein, en fait. D'accord. Donc de toute façon, ça, à partir du moment où on est sur le logiciel, on va lui définir l'usage de la pièce, il va le prendre ou pas. D'accord. Parce qu'on va définir avec le logiciel un zonage de la réglementation thermique. Bref. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? À part le logiciel, bah, il y a des textes, hein. On a un gros classeur là, vous pourrez le retrouver à l'ABU, d'accord? Bon, bah, c'est assez imbuvable, hein. C'est de la réglementation, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant, mais néanmoins, vous retrouvez toutes les notions, hein, que je vais vous présenter là. Et notamment, donc ça c'est qu'une partie, et on retrouve sur internet, vous pouvez aller la trouver celle-là, la méthode THBBC, qui est la méthode de calcul. D'accord? Et celle-là, elle fait 1400 pages. Là, c'est encore plus imbuvable, mais au moins on y a accès en ligne. Ok? Sinon, il faut la commander. Vous pouvez aller voir, hein, jeter un œil, il y a beaucoup d'équations de thermique. Donc voilà, ce sont les eurocodes de la thermique. Bon, après les logiciels, il n'y a pas besoin finalement, pour faire qu'une étude RT 2012, il n'y a pas besoin d'aller rentrer dans toutes les équations de la thermique. Ce qu'on fait déjà avec dans le module 8.1 là avec Eric Mougel aussi, donc tous les calculs de besoins, en fait, hein, des déperditions, des apports. Une fois que vous avez bien ça en tête, après finalement, c'est ça le plus important, d'accord? Parce qu'en fait, la méthode de calcul THBCE qu'il y a derrière va surtout définir certains cas. Est-ce que là, si on active la climatisation, est-ce qu'on active cette équation-là ou pas? Donc, c'est des choses un peu plus complexes. Mais pour bien comprendre, il y a les logiciels qui sont là en fait pour vous aider. Il vaut mieux comprendre les principes généraux et donc les critères à respecter. Donc on va les développer après. Déjà jonglez bien avec ça et vous verrez que ça marchera bien. Ok. Donc voilà, après il y a tout un tas de fascicules, hein. On peut aussi retrouver des ponts thermiques, tout ce qui est matériaux, avec les conductivités, les résistances, il y a plein de choses là-dedans. Voilà. Vous pourrez aller voir à la BU si vous voulez. À qui s'applique? Donc là on applique à tous les bâtiments en fait chauffés qui nécessitent de garantir le confort des occupants. D'accord? Donc tout ce qui est habitation déjà, bureau, enseignement, accueil de petite enfance, et puis bon, elle ne s'applique pas à certaines choses. Par exemple, un bâtiment dont on n'a pas besoin de chauffer l'intérieur, bah, on ne va pas appliquer la RT 2012, ça sert à rien. Un bâtiment qui est complètement ouvert, on ne va pas lui appliquer la RT 2012. C'est pareil pour un bâtiment agricole, qui sont quand même pas mal ouverts. Là, ça va être compliqué d'appliquer la RT 2012, d'accord? Les départements d'outre-mer également, eux, ils ont leur réglementation spécifique, d'accord? Puisqu'on n'a pas du tout le même climat, donc les problématiques ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc voilà. Hein, donc vous verrez, hein, il y a toute une liste ici de choses applicables, hein, hôtel, restaurant, commerce, gymnase, aérogare, tribunaux, enfin bon, tous les bâtiments classiques, hein, d'usage qui font la société publique, on va dire, hein, plus les habitations. Voilà. Donc là, je vous laisse pour la partie 1, vous pourrez passer à la deuxième partie sur Arch.